Bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique des vents, c'est-à-dire qu'on va parler du sens de rotation des vents, des dépressions et des anticyclones et le rôle en fait de la force de Coriolis sur le sens de rotation de ces vents, qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. On va également montrer que pour des vents qui sont sur de grandes distances, typiquement 1000 km, eh bien, donc cette force de Coriolis joue un rôle important, c'est elle qui oriente le sens de rotation des vents. Et on va démontrer également que les lignes de courant sont les isobars. On va démontrer que dans l'hémisphère nord, les dépressions tournent dans ce sens-là, donc le long des lignes de courant qui sont les isobars, dans le sens trigonométrique. Et pour les anticyclones, dans l'hémisphère nord, donc on est dans le sens horaire, anti-trigonométrique. Et on va démontrer que dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Alors ça va être l'occasion de mélanger un petit peu les notions de référentiel non galiléen, le référentiel terrestre vu comme un référentiel non galiléen, ce qui est toujours un point délicat. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Le poids c'est quoi ?» dans laquelle j'explique bien comment on énonce le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel terrestre considéré comme non galiléen, en particulier en tenant compte de la force de Coriolis. Donc je ne vais pas revenir sur ces points essentiels, mais je vais simplement les utiliser pour donc analyser cette situation. Alors, si on prend une particule de fluide qui fait partie donc d'un vent, d'un courant d'air, l'équation locale qui régit la dynamique, c'est bien évidemment l'équation de l'air. Donc on suppose que le fluide est parfait et même que l'air est en écoulement incompressible. Alors, on va supposer qu'on est en régime permanent. Donc de ce fait-là, la dérivée locale de la vitesse est nulle. Alors je te rappelle que cette dérivée locale, elle est liée au caractère permanent ou non du champ des vitesses. Elle ne préjuge en rien du caractère uniforme ou non. On voit bien que le champ des vitesses n'est absolument pas uniforme. Donc a priori, l'accélération convective n'est pas nulle. Donc il y a l'équivalent volumique du poids, l'équivalent volumique des forces de pression et l'équivalent volumique de la force de Coriolis, qui est donc moins ρ fois l'accélération de Coriolis. L'accélération de Coriolis, 2 oméga vectoriel v, v bien évidemment la vitesse relative dans le référentiel terrestre considéré comme non galiléen. Je te rappelle également que je n'ai pas mis d'équivalent volumique de la force d'inertie d'entraînement, puisque tu sais qu'elle est comptée dans le poids. Donc attention, c'est la force d'inertie d'entraînement, pas n'importe laquelle. C'est celle du référentiel terrestre par rapport au référentiel géocentrique qui dans ce contexte est le référentiel galiléen de référence. Donc ça c'est l'équation de l'air avec un terme supplémentaire finalement qui est ce terme dû à la force de Coriolis, donc c'est ce que j'ai appelé Euler non galiléen. Donc voilà, il faut que tu sois capable d'écrire cette équation en rajoutant ce terme-là et en ne rajoutant pas donc la force d'entraînement qui est déjà contenue dans G. Alors la première chose qu'on va faire, c'est évaluer, comparer deux termes. L'accélération convective multipliée par ρ et l'équivalent volumique des forces de Coriolis. Alors pour ça, on définit un nombre sans dimension, un peu comme on fait parfois, comme on fait très souvent en mécanique des fluides, comme par exemple le nombre de Reynolds qui lui compare l'accélération convective avec le terme de diffusion de quantité de mouvement dû à la viscosité. Ici, ça s'appelle le nombre de Rossby, donc noté R petit o, qui va comparer donc l'accélération convective divisée par la force de Coriolis. Donc quand le nombre de Rossby est très grand devant 1, ça veut dire que la force de Coriolis est négligeable. Quand au contraire il est très petit devant 1, c'est l'accélération convective qui est négligeable devant la force de Coriolis et la force de Coriolis joue un rôle important. Alors, quand on a des vents comme ça, en fait on peut distinguer deux vitesses. Une vitesse horizontale des vents qui est de l'ordre de 10 mètres par seconde, ça fait à peu près 36 km par heure, et une vitesse verticale qui est beaucoup plus faible, on pourrait dire presque négligeable, ce qui fait que localement la Terre est assimilée à son plan tangent. Et donc dans le plan XOY, donc là j'ai mis un repère local du référentiel terrestre, Y vers le nord, X vers l'est.
et Z la verticale locale, donc G dirigé selon moins Z, ce qui signifie d'ailleurs qu'on a négligé la force d'entraînement par rapport à la force de gravitation, bon peu importe ici. Alors, donc on est dans le plan tangent à la Terre, donc dans le plan X, Y, Y est vers le nord, X est vers l'est, et donc on a une vitesse horizontale qui est de l'ordre de U, qui est de l'ordre de 10 mètres par seconde, et la vitesse verticale est quasiment négligeable. Alors, pour évaluer ce nombre de Rossby, on fait les raisonnements un peu à la louche qu'on a l'habitude de faire en mécanique des fluides pour évaluer grossièrement ces différents termes. Donc, V scalaire grade appliqué à V, on a 2 fois la vitesse, donc c'est de l'ordre de U au carré, et un gradient, on divise par une distance typique de l'écoulement sur laquelle U serait susceptible de varier. Donc ici, on va prendre L. Et donc L ici, ça va être la taille de la dépression ou de l'anticyclone. Donc à peu près 1000 km, à peu près 10 puissance 6 mètres. Donc dans ce contexte-là. Donc ça va faire U carré sur L. Et donc en bas, bon j'avais simplifié par ρ, 2 oméga U. Alors oméga évidemment, c'est 2 pi sur T. T c'est, on va pas prendre le jour sidéral, on va prendre le jour solaire, ça va bien aller. 24 heures de 3600 secondes, donc 86 400 secondes. Et donc, notre nombre de Rossby vaut à peu près donc U sur 2L oméga. Bon, on peut garder 2 ou ne pas le garder. Ça n'a pas grande importance, on va le garder. Alors, évaluons donc ce nombre de Rossby dans l'atmosphère pour savoir si on peut négliger l'accélération convective devant la force de Coriolis ou l'inverse. Est-ce que la force de Coriolis va jouer un rôle significatif ou pas? Donc quand on calcule son nombre de Rossby, eh bien on trouve avec les données numériques que je viens de choisir 0,14, donc c'est un nombre sans dimension. Donc c'est assez petit devant 1, c'est pas complètement très petit devant 1, mais enfin bon. Alors ça veut dire que en fait, dans cette équation, à l'ordre le plus bas, on peut négliger l'accélération convective devant la force de Coriolis. Cela signifie que la force de Coriolis joue un rôle important. Et donc, on va simplifier cette équation en négligeant ce terme-là. Et on peut alors, à ce moment-là, projeter ça sur le plan horizontal et sur la verticale. C'est une approximation très fréquente, puisque finalement, le gradient de la pression, on va le séparer en un gradient parallèle au plan X ou Y. Donc ça, c'est le composant sur X et Y du gradient de P. Et finalement, ce terme-là, eh bien, on va considérer qu'il est pratiquement horizontal. C'est la composante horizontale de la force volumique de Coriolis. Et donc, sur la verticale, on a pratiquement une relation de statique des fluides, dP sur dz égale moins ρg. Mais ce qu'on appelle la relation de l'équilibre géostrophique des vents, c'est cette relation-là. Et c'est dans cette relation-là qu'on a toutes les informations dont on a besoin, c'est-à-dire le fait que les lignes de courant sont les isobars et également le sens de rotation. On va voir tout de suite comment déduire le sens de rotation autour des pressions et des anticyclones à partir de l'analyse du produit vectoriel contenu dans cette relation-là. Avant de faire ça, alors il y a souvent voilà, une question qui traîne beaucoup dans les livres. Est-ce que quand je vide ma baignoire et que j'enlève la bonde, est-ce que le sens de rotation du fluide dans le trou est lié à la force de Coriolis? Est-ce que ça tourne dans un sens dans l'hémisphère nord, dans un autre dans l'hémisphère sud? Est-ce que les courants d'air dans une pièce comme celle-ci sont liés, le sens de rotation des courants d'air sont orientés par la force de Coriolis? Alors pour répondre à cette question, on peut évaluer le nombre de Rossby dans un certain nombre de situations. Alors là, moi j'ai pris plutôt les courants d'air dans une pièce. Donc on va prendre une vitesse des courants d'air de 1 mètre par seconde, une pièce de 10 mètres. Donc on trouve un nombre de Rossby de 1375. Donc là on voit que c'est tout le contraire, c'est-à-dire que la force de Coriolis est négligeable et que donc c'est l'accélération convective qui l'emporte. Donc que ce soit une histoire de baignoire, de lavabo ou même les courants d'air dans une pièce, ça n'est pas la force de Coriolis qui va fixer le sens de rotation des courants et des vents, mais ce sont les conditions locales, les perturbations locales
qui vont entraîner. Donc voilà, ça sert aussi à ça, ce nombre de Rossby. Tu peux t'en servir dans ce contexte. Alors maintenant, regardons un petit peu ce qu'on a annoncé. Les lignes de courant sont les isobars. C'est le premier point en ce qui concerne donc l'équilibre géostrophique des vents. Les vents, donc les lignes de courant, ce sont sur ces réseaux d'isobars. Alors pourquoi? C'est contenu en fait dans cette formule-là. Parce que tu connais les propriétés d'un produit vectoriel et également celles d'un gradient. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dépression? Une dépression, c'est une zone dans laquelle la pression atmosphérique est plus faible. Or, tu sais que le gradient de la pression est toujours orienté des zones de faible pression vers les zones de forte pression. De manière générale, le gradient d'un champ scalaire est orienté des zones où ce champ scalaire est faible vers les zones où il est intense. On s'en sert par exemple en diffusion thermique ou en diffusion de particules. Pour dire que gradient T, c'est vers les zones de haute température, donc moins lambda gradient T, le J thermique, il va des fortes températures, la diffusion des fortes températures vers les faibles températures. Donc le gradient de la pression pour une dépression, il est orienté comme ça. Gradient P, il est perpendiculaire aux isobars. Et puis pour un anticyclone, c'est le contraire. Un anticyclone, c'est une zone de forte pression qui va repousser les nuages. Donc, les fortes pressions sont au centre de l'anticyclone. Donc le gradient P est toujours perpendiculaire aux isobars, mais orienté cette fois-ci vers le centre de l'anticyclone. Donc ça, c'est le sens de gradient P. Centrifuge pour les dépressions et il est centripète pour les anticyclones. Alors ça, c'est une chose, c'est l'orientation de gradient P. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ce produit vectoriel, comme tout produit vectoriel qui se respecte, il est à la fois perpendiculaire à oméga et il est perpendiculaire à U. Gradient P, c'est un produit vectoriel qui contient U. Or, un produit vectoriel qui contient U est perpendiculaire à U. Donc, gradient P est perpendiculaire à U. Et si gradient P est perpendiculaire à U, cela signifie bien, alors on n'a pas encore le sens de rotation, mais cela signifie bien que U est perpendiculaire à gradient P. Donc, comme les lignes isobars sont perpendiculaires à gradient P, eh bien, les lignes de courant sont aussi les isobars, par identification. Alors ça, c'est une chose. Les isobars sont les lignes de courant. Alors maintenant, regardons un petit peu le sens de rotation autour des dépressions. Alors c'est toujours aussi lié aux propriétés du produit vectoriel. On va raisonner dans l'hémisphère nord. Alors dans l'hémisphère nord, on peut projeter le vecteur oméga sur Y et on peut le projeter sur Z. Et ce qui est intéressant, c'est la projection sur Z du vecteur oméga pour la composante qui nous intéresse. On voit que dans l'hémisphère nord, oméga se projette positivement sur Z, alors que dans l'hémisphère sud, oméga se projette négativement sur Z. Donc, pour évaluer le sens ici de U, on va faire le raisonnement suivant. On va essayer d'évaluer ce produit vectoriel avec le signe moins et regarder dans quel sens il nous redonne gradient P, dans quel sens de parcours. Donc, comme j'ai dit, dans l'hémisphère nord, on est dans l'hémisphère nord, la latitude est positive, moins oméga a une composante négative, puisque oméga a une composante positive sur Z. Donc, moins oméga, je vais le prendre donc dans le sens des Z négatifs. Et si je prends donc moins oméga vectoriel U, la règle des trois doigts de la main droite, donc premier vecteur, deuxième vecteur, donc le produit vectoriel est donné par le majeur, et donc je vois bien que gradient P est dirigé dans ce sens-là, ce qui confirme le fait que les dépressions tournent dans ce sens-là. Au contraire ici, donc moins oméga est toujours vers le fond, U, je vais orienter les lignes de courant comme ça, et donc le gradient P sera bien orienté vers le centre de l'anticyclone. Donc ça, c'est dans l'hémisphère nord. Donc on voit que le sens de parcours est fixé, là aussi, par les propriétés du produit vectoriel de cette relation-là. Et dans l'hémisphère sud, c'est le contraire, puisque comme oméga se projette négativement, il suffit de changer oméga en moins oméga, ce qui va changer complètement le sens de rotation. Et donc c'est l'inverse. Dans l'hémisphère sud, les dépressions tournent dans le sens horaire et les anticyclones dans le sens trigonométrique. Voilà, c'est un petit peu délicat, cette histoire d'équilibre géostrophique des vents, les approximations, donc cette idée de définir un nombre sans dimension
Parfois, c'est la force de Coriolis qui l'emporte, et c'est le cas tout à fait caractéristique de l'atmosphère. Parfois, cette force de Coriolis, contrairement à une certaine légende, elle est complètement négligeable. C'est le cas des courants d'air dans les pièces, donc il faut vraiment prendre des vents sur de très grandes distances pour que la force de Coriolis joue un rôle manifeste. Dans des pièces où les histoires de vidange de réservoir, elles ne jouent aucun rôle sur le sens du tourbillon. Tu peux faire l'expérience toi-même, vide un lavabo et puis tu verras que suivant une situation ou l'autre, eh bien ton lavabo il va se vider avec un tourbillon qui tourne dans un sens ou bien dans un autre. Voilà, eh bien on se retrouve pour une prochaine vidéo.